Comment investir 10 000 € pour essayer de générer 10% par an? C'est une question qu'on peut se poser quand on n'est pas très expérimenté dans l'investissement, on a un peu de sous de côté, on aimerait les placer de manière assez stratégique, sans prendre trop de risques et en essayant de toucher un petit peu de rendement, mais en allant un petit peu plus loin que le vieux livret A à 3%. Et en plus, on aimerait bien peut-être se former un petit peu à l'investissement. Je vais donc me créer un portefeuille simple avec 10 000 € et je vais vous montrer dans quels actifs je les répartirai si mon objectif était de générer 10% par an. Ce n'est évidemment pas un conseil en investissement. Attention, je ne suis pas conseiller financier, je vous le rappelle. Je dis ça par protection juridique, mais je dis aussi ça parce que c'est vrai. Vous allez voir que mon portefeuille est assez classique, mais il est personnalisé pour moi. Et donc reproduire bêtement ce que je fais n'a pas spécialement d'intérêt ici. Gardez quand même ça en tête. Ok, on veut générer 10% par an avec un portefeuille de 10 000 €. On va pas se prendre la tête avec des stratégies trop complexes, des 3,1% alloués ici, 6,12% là-bas. Ça serait un peu contre-productif, ça servira à rien. On va garder les choses simples avec 4 grandes stratégies d'investissement principales. Bienvenue sur Investia, le podcast finance et investissement accessible pour tous. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like. Et si vous êtes sur les plateformes de streaming, un petit 5 étoiles à l'épisode, ça vous prend 2 secondes. Et ça soutient l'épisode et le podcast. Ok, je viens de recevoir mes 10 000 €. C'est mamie qui a épargné depuis que je suis né, très gentille mamie. J'ai mes 10 000 € sur mon compte en banque. Avant de construire le portefeuille que je mettrai en place pour les investir et pour générer mes 10% par an, il faut quand même que j'aborde 2-3 notions assez indispensables avec vous. Pour commencer, c'est vraiment très important de connaître mes motivations à cet investissement, mes objectifs. Est-ce que c'est pour financer un projet? Est-ce que c'est pour faire grossir mon patrimoine dans l'optique, pourquoi pas, d'acheter quelque chose? Est-ce que c'est pour préparer ma retraite? Pour financer l'argent de mes enfants? Pour protéger mon capital de l'inflation? À quoi sert mon investissement? C'est une notion qui est propre à chacun, donc prenez vraiment le temps de vous poser ces questions. C'est important. C'est chiant, mais important. Ensuite, je dois me demander quel est mon horizon de placement, qui va être lié directement à mon objectif. Si par exemple je choisis d'investir pour financer un projet immobilier dans moins d'un an, j'aurai un horizon d'investissement court terme. Inversement, si mon objectif c'est de préparer ma retraite, j'ai encore quelques années devant moi pour investir normalement, donc j'investirai sur le long terme. En sachant ça, je peux déjà connaître le niveau de risque que je suis prêt à prendre, ce qu'on appelle le risk-reward, le risque-récompense. Quel risque je suis prêt à prendre pour obtenir quel rendement? Si j'investis à court terme pour financer un projet, je prendrai logiquement moins de risques pour être sûr de ne pas cramer mon capital. Je vais le conserver sur un placement un peu risqué pour qu'il soit disponible à l'échéance pour financer mon projet. Inversement, avec des horizons de temps un peu plus long terme, je suis prêt à prendre un peu plus de risques pour générer plus de rendement car j'ai 10-15 ans devant moi minimum. Par contre, c'est pas parce qu'un actif est beaucoup plus risqué que les rendements seront forcément beaucoup plus élevés. Attention, le risque n'est pas forcément corrélé à la potentielle récompense. Généralement, ce qu'on trouve sur les documents des différents supports d'investissement, c'est un niveau de risque d'investissement qui est déterminé sur une échelle de 1 à 7. On va garder cette notion en tête et on y reviendra au cours de l'épisode. Le fait de se poser toutes ces questions, ça vous permet de définir une notion qui est primordiale quand on investit. C'est ce que j'ai appelé le profil d'investisseur. Bah ouais, si j'ai pour objectif de préparer ma retraite sur un horizon de temps de 20 ans, j'investirai pas mes 10 000 € sur un livret A à 3% par an. Et inversement. Puisque j'ai répondu à toutes ces questions, je connais mes objectifs, donc je peux facilement mettre en place ma stratégie. Alors, je parle à la première personne parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un portefeuille de 10 000 € qui est très personnel. D'accord? Il dépend de ma stratégie et de mon profil d'investisseur, même si j'ai un petit peu lissé mon propre profil pour qu'il parle un peu plus à tout le monde. Si ça vous intéresse, même si je sais que la majorité ne lit pas les descriptions des podcasts, c'est normal, je le fais pas non plus, je vous rassure. Je vous ai quand même mis un petit lien vers un questionnaire assez simple qui vous permettra d'avoir une première idée de votre propre profil. Ça prend 5 minutes, vous avez juste à répondre par oui ou par non, et vous avez un truc assez cool. Dernière chose, avant de mettre toute stratégie en place, c'est quand même important de constituer le dernier élément très important selon moi, l'épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est du capital que vous allez mettre de côté sur un livret A, par exemple, qui correspond à un montant équivalent à peu près 4 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Le but, c'est pas de chercher du rendement, c'est plutôt de conserver une petite partie de votre argent au cas où il vous arriverait quelque chose. Et croyez-moi, ça peut aller très très vite. Un problème de voiture, la perte d'un taf, des frais médicaux, etc. Je vous le souhaite pas évidemment, mais l'épargne de précaution, c'est très important. Ça vous permet d'avoir du cash de côté et de ne pas aller piocher dans vos investissements, ce qui pourrait perturber votre stratégie. Alors, concrètement, c'est quoi mon profil à moi avec ces 10 000 € qui doivent me rapporter 10% par an?
Dans ce cas bien précis, on va partir du principe que j'ai un profil que je pourrais décrire comme un investisseur aventureux. Vous pourrez le retrouver dans le questionnaire en description. Mon objectif, c'est de générer 10% par an en moyenne pour essayer de faire croître mon capital et être au-dessus de l'inflation. J'ai un horizon de temps long terme qui va de 15 à 20 ans. Et je ne vais pas hésiter à prendre des risques mesurés, attention, toujours avec cette notion de risque-récompense, pour potentiellement augmenter mon rendement et atteindre mes objectifs. Mais je ne veux pas prendre des risques non plus débiles, d'accord? Je veux trouver un équilibre entre la sécurité et la recherche de performance supérieure à la moyenne du marché. Par contre, je sais que ça peut impliquer des fluctuations plus importantes de mon portefeuille. Maintenant que je suis conscient de ça, j'y vois beaucoup plus clair. Donc, je finis la constitution de mon épargne de précaution et let's go. On peut commencer les choses sérieuses en choisissant des classes d'actifs de la moins risquée à celle qui représente le plus de risques par rapport à mon profil. Alors, attention. L'objectif, c'est de tendre vers 10% par an sur 20 ans. Mais je pars du principe qu'il y aura forcément des périodes de crise, de récession, de croissance économique, de ralentissement, et je ne peux pas prédire ces résultats-là sur une échelle assez courte d'une année. Donc évidemment que je ne vais pas faire plus de 10% par an tous les ans sur 20 ans. C'est très compliqué, voire impossible. Ce que je veux, c'est par exemple faire première année 13%, deuxième année 8%, troisième année 12%, quatrième année 11%, cinquième année 7%, et tendre vers une moyenne de 10% par an. Je vais vous expliquer les actifs dans lesquels je me positionnerai personnellement et ensuite je vous donnerai la répartition exacte des 10 000 euros en fin d'épisode avec le pourcentage de rendement que je pourrais espérer obtenir chaque mois. Gardez bien en tête que c'est évidemment un pourcentage théorique. C'est parti. Pour commencer, laissez-moi vous introduire l'un des placements préférés des Français, l'assurance vie. C'est pas très sexy, dit comme ça. Une assurance vie, c'est un contrat d'investissement, généralement à faible risque, qui est conclu avec un assureur et qui va garantir qu'en cas de décès de l'assuré, l'assurance versera une somme d'argent à ses proches. Alors je vous rassure, j'ai pas forcément prévu de mourir tout de suite, donc c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser là-dedans. Par contre, ce qui est pertinent, c'est que j'ai le choix d'investir sur deux types de supports avec l'assurance vie. Le premier support, c'est les unités de compte. Les unités de compte, elles permettent d'investir sur différents actifs, comme des actions, des obligations et même de l'immobilier, mais elles représentent un risque de perte en capital, évidemment. Je m'expose à des marchés qui sont avec des fluctuations, le marché des actions, de l'immobilier, etc. Et de l'autre côté, on a les fonds en euros. Les fonds en euros, ils sont gérés par l'assureur, et cet assureur, il va investir principalement dans des obligations d'État à long terme pour garantir le capital investi. En gros, c'est bien moins risqué. Ce placement, il permet d'avoir une fiscalité avantageuse au bout de 8 ans, puisque je ne paierai pas d'impôt si je retire moins de 4 600 euros par an de plus-value. Et c'est un investissement automatique parce que c'est l'assureur qui investira sur les actifs que j'ai choisis. Ok, très bien, mais ça ne nous dit pas concrètement sur quoi je vais investir mes 10 000 euros. Comme l'assurance vie, c'est une enveloppe qui est modulable, je vais pouvoir la construire comme je veux en fonction des risques que je suis prêt à prendre. Donc on commence avec le fonds euro. Sur celui-là, je ne vais pas m'embêter, je vais rester sur ce que proposent les sociétés d'assurance avec un fonds placé majoritairement sur des obligations d'État long terme. Une obligation d'État long terme, c'est une dette qui est émise par un gouvernement pour venir financer ses besoins à long terme. En général, on parle d'obligations à 10 ans minimum. Elles sont réputées comme fiables puisqu'il y a peu de risques que l'État, et on parle bien d'État développé évidemment, ne rembourse pas le capital à l'échéance. Si je me base sur l'historique du fonds euro AFER, qui est très connu en France, qui avait un encours, c'est-à-dire un montant total sous gestion de 41 milliards d'euros en fin 2023, il rapporte en moyenne 2,7% par an, net de frais, depuis 15 ans environ. On est bien loin des 10% de rendement que je cherche, mais par contre le risque est très faible, il est à 2 sur 7 si on se base sur l'échelle qu'on a abordée avant, et le capital est garanti. Donc, je me garde ça de côté. Maintenant, souvenez-vous que j'ai aussi accès à un autre truc, c'est les fameuses unités de compte. C'est un mot qui paraît un peu complexe, mais qui veut simplement dire que le capital il est investi en actions, en SCPI, donc en gros dans l'immobilier, ou en ETF par exemple. Chaque classe d'actifs a ses avantages et ses inconvénients, mais celle qui va m'intéresser ici, c'est les ETF, les Exchange Traded Funds. Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse, qui va répliquer la performance d'un indice, d'un secteur ou d'une classe d'actifs, et qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts, un peu comme une action. En gros, c'est un grand panier dans lequel tu fous plein d'actions. Imagine que tu veux des actions technologiques, donc tu mets Apple, Microsoft, Tesla, etc. Tu mets tout dans un grand panier, tu fais globalement la moyenne, et au lieu d'investir dans Apple, Microsoft, Tesla, etc., tu peux simplement investir dans l'ETF, dans le panier, qui est la représentation des performances de ces indices cumulés. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement acheter une part de l'ETF qui réplique l'indice qu'on a choisi.
Dans mon contrat d'assurance, je vais ajouter un pourcentage de mon capital de 10 000 euros, que je vous donnerai quand on fera le bilan, sur un ETF qui réplique l'indice MSCI World. L'indice MSCI World, c'est un indice boursier qui va répliquer la performance des actions de grande et moyenne capitalisation de 23 pays développés à travers le monde. Au total, il y a plus de 1600 entreprises. On a des géants comme Google aux États-Unis, Toyota au Japon ou LVMH en France. Il est diversifié dans tous les secteurs économiques comme la technologie à hauteur de 20%, la santé à peu près 12% et l'industrie à hauteur de 10% par exemple. C'est l'indice parfait pour s'exposer aux marchés boursiers mondiaux tout en contrôlant son risque de par la forte diversification. Historiquement, il a une performance d'environ 8% par an depuis sa création en 1987, c'est-à-dire depuis plus de 37 ans. Ça commence déjà à être assez intéressant, mais forcément, le capital n'est plus garanti, donc je peux théoriquement tout perdre, et ça, il faut en être conscient. On est donc à 4 sur 7 au niveau de risque, c'est-à-dire un risque modéré. Donc, cette partie de mon capital à l'intérieur, je l'allouerai à l'assurance vie. On en reparlera un petit peu plus loin dans cet épisode avec la répartition globale, mais j'allouerai 20% en fonds euros et 80% en unités de compte via l'ETF MSCI World. Ça me permet d'avoir du capital garanti à hauteur de 20%, mais d'aller chercher plus de rendement que les 3% par an du fonds euro, avec une dynamique un petit peu plus intéressante grâce à notre ETF. Par contre, il y a quand même quelques points négatifs à connaître. En assurance vie, je ne suis pas propriétaire de mes fonds. C'est l'assureur qui aura une dette envers moi, un petit peu comme l'argent qu'on a sur notre compte en banque. Donc quand on sait qu'en cas de faillite de la société, par exemple, les fonds sont garantis jusqu'à 70 000 euros par assuré et par compagnie d'assurance, il serait pertinent de détenir plusieurs contrats chez plusieurs assureurs différents. C'est pas mon cas ici, puisqu'on a dit que j'investissais 10 000 euros, mais c'est important de le savoir si jamais vous avez un capital un peu plus élevé. Autre chose importante, ne surtout pas oublier en investissement, ce sont les frais de gestion. En assurance vie, vous avez le choix entre la gestion libre, c'est-à-dire le cas où vous gérez vous-même votre capital, ou la gestion pilotée, le cas où c'est du coup l'assureur qui s'en occupe pour vous, en fonction de votre aversion au risque. Il choisit les supports d'investissement, etc. Et vous vous en doutez que forcément, la deuxième option coûte plus cher. Il y a les frais d'entrée, de gestion, d'arbitrage, d'adhésion, de sortie, etc. Ça peut vite chiffrer. Et sur un horizon de temps de 10 à 20 ans, ça réduira fortement la performance générée. Donc, évidemment, je vais favoriser la gestion libre, ça tombe bien, puisque je sais déjà sur quoi je placerai le capital. J'aurai juste à le préciser quand je souscrirai à mon contrat et la société investira les fonds que je lui envoie. Il y aura quand même des frais d'entrée, de gestion, etc., mais ça sera beaucoup plus faible. Ensuite, je vais privilégier les gestionnaires en ligne. Là, c'est le même principe que les banques en ligne qu'on voit un petit peu partout. Le but, c'est encore une fois d'éviter les frais des banques traditionnelles qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, assurance en vie en ligne, c'est parfait. Il en existe plein, il y a des comparateurs pertinents sur Internet. Je vous laisse aller voir avec ça. Ok, donc si je récapitule, j'investis un pourcentage de mon capital total avec 20% en fonds euros, 80% en ETF MSCI World, ce qui, d'après les performances passées, me générera environ 7% par an sur un horizon de temps de 15 ans minimum. J'en profite pour vous rappeler que les performances passées ne présument pas des performances futures, et ça ne veut pas dire que le ETF World va continuer de faire 8% par an dans les années qui suivent, par exemple. Je me base sur les performances historiques parce que je ne peux pas prédire l'avenir et que ça me permet d'illustrer la stratégie. Mais gardez bien en tête que c'est des performances passées et que ça ne va pas forcément se reproduire. Maintenant que j'ai cette première classe d'actifs, sur quoi je vais pouvoir investir ensuite? Il y a une catégorie parfaite pour se protéger de l'inflation et de la volatilité de marché. Vous vous en doutez très certainement, ce sont les métaux précieux. Pour le coup, tout le monde sait ce que c'est. Il y en a plein. L'or, l'argent, le platine. Et là, vous me voyez venir, c'est évidemment l'or qui va nous intéresser. Mis à part les bijoux et les objets de valeur, c'est une matière première qui est perçue comme une réserve de valeur en investissement de par sa rareté et sa stabilité de prix. L'or, c'est vraiment le boss de l'investissement en termes d'antifragilité, de résistance au temps, aux crises, à l'inflation, aux incertitudes de marché, à tout ce que vous voulez. Ça tombe bien, on est pile dedans en ce moment. En investissement, il est possible d'acquérir de l'or physique que vous détenez chez vous, vous achetez sur internet et il vous envoie votre pièce d'or, ou alors de l'or papier, c'est-à-dire un contrat sur les marchés financiers. Pour des raisons évidentes de gestion un petit peu plus simple, on va se focaliser sur l'investissement en or via les marchés financiers. Déjà, il faut savoir que c'est un marché qui est extrêmement liquide, c'est-à-dire que si l'or ne m'intéresse plus dans ma stratégie, je peux le revendre très facilement, ce qui est différent et à prendre en compte si jamais vous vous intéressez à l'or physique, d'ailleurs, puisque c'est plus compliqué de le revendre et les frais sont généralement plus élevés dans les bureaux de change. Ensuite, et c'est sur ça qu'on va s'attarder un petit peu, c'est que l'or, c'est un actif qui a un très fort historique de marché. Il était utilisé comme monnaie pendant des milliers d'années, et les premières preuves de son utilisation, ça date de l'Égypte ancienne, donc un bon 3000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, l'or a commencé à être négocié dans les marchés organisés au 19e siècle, comme le marché de l'or de Londres,
qui est l'un des marchés les plus anciens et les plus importants pour l'or, qui a été formé dans les années 1920. En 1934, les États-Unis avaient fixé le prix de l'or à 35 dollars l'once, donc 35 dollars pour à peu près 31 grammes d'or, 31,1 très exactement, et il a surtout servi comme système monétaire pour définir la valeur d'une monnaie avec l'étalon or. En gros, les monnaies comme le dollar étaient adossées à une quantité fixe d'or et étaient convertibles à taux fixe. Ce système, il était largement utilisé au XIXe siècle, mais il a été abandonné dans les années 1930 par la majorité des pays à cause de la Grande Dépression, une crise économique mondiale que vous connaissez aussi sous le nom du crack de 1929. Pour ceux qui ont vu Peaky Blinders, vous connaissez, marqué par notamment une chute de la production, une forte montée de chômage et une grande instabilité financière. On en a un petit peu parlé dans notre podcast sur les crises que je vous invite à aller voir ou à attendre en fonction de lequel sort en premier. Je sais pas encore, j'ai tourné les deux, mais pour l'instant ils sont pas sortis. L'or a donc traversé les époques et les fortes périodes de volatilité jusqu'à vraiment être perçu comme une excellente réserve de valeur à long terme, pour une raison qui est en fait très simple. C'est qu'il a une quantité qui est limitée. Il y a un stock d'or sur Terre et il ne pourra jamais être dépassé. Si on regarde du côté de ses performances historiques, l'or y génère en moyenne 7,98% par an depuis 1971, donc plus de 50 ans. C'est littéralement l'un des seuls actifs où il est possible pour un investisseur d'avoir un historique aussi long, ce qui rassure évidemment pour le futur. Et maintenant, si on regarde sur les 5 dernières années, une période assez incertaine pendant laquelle l'inflation a fortement augmenté, comment s'est comporté l'or? Est-ce que c'est toujours une barrière contre l'inflation? Comment dire? Un 90% en 5 ans, quoi. Donc je pense que oui, c'est assez énorme. Le 17 juillet dernier, l'or a atteint pour la première fois les 2484 dollars l'once, donc bien loin des 35 dollars initiaux. Je suis pas trader, mais si on regarde la courbe du prix depuis 2018, on est clairement en forte tendance haussière et l'or est en train de faire un très joli breakout, une cassure à la hausse qui se prépare depuis des années, sauf que forcément c'est un marché qui est très capitalisé, donc ça prend du temps. Avec la dévalorisation du dollar qu'on a depuis plusieurs décennies et l'inflation qui est passée de 1,5% en 2021 à plus de 9% aux États-Unis en 2022, l'or redevient un actif refuge très puissant pour protéger son capital. Quand on est dans une période où il y a de la traction sur ce marché et qu'il nous prouve encore une fois qu'il agit bien comme protection contre l'inflation, qui est actuellement autour des 3% aux États-Unis, j'investirai une partie de mes 10 000 euros sur le cours de l'or pour viser une performance moyenne autour des 8%. Pour faire ça, comment je vais faire? Je vais utiliser un actif assez similaire à un ETF qui va répliquer le cours de l'or, qu'on appelle un ETC, un Exchange Traded Commodity. Mon accent anglais est encore à travailler. Pourtant, je travaille dessus en ce moment. Il en existe plusieurs des ETC, avec des encours qui s'élèvent parfois à plusieurs milliards de dollars. Pareil que pour les assurances vie, je vous laisserai aller voir par vous-même. Les frais sont généralement assez faibles, autour de 0,10-0,15% par an. Par contre, l'investisseur ne possède pas réellement de l'or physique, il possède un titre financier papier, et c'est la société émettrice de l'ETC, comme BlackRock par exemple, qui possède l'or physique dans ses coffres. Moi, ça me dérange pas, ça facilite mon investissement, c'est très liquide, c'est très capitalisé, mais c'est important de le noter parce que chacun a son aversion à tel ou tel type de risque. Au niveau de la petite note du risque, on est à 4 sur 7, donc l'or est un petit peu au milieu en termes de qualité d'investissement, enfin de risque d'investissement plutôt. Qualité, je pense qu'on est un peu plus haut, mais bref. Une autre chose qui est intéressante à noter, c'est que l'or, c'est un actif qui permet de se protéger dans les périodes incertaines et qu'il est très pertinent pour ça. Sauf que dans les périodes de marché haussier, où l'économie et la croissance se portent très bien, ce qui n'est pas le cas actuellement, il est possible que l'or sous-performe d'autres classes d'actifs, comme par exemple les marchés actions. Les investisseurs connaissent le marché et on voit souvent des rotations de liquidités de l'or vers des actifs plus risqués pour obtenir plus de rendement. Donc si jamais c'est le cas et que je me sens à l'aise avec l'idée de faire ça, je ne m'interdis pas d'ajuster un peu ma stratégie en réduisant mon exposition à l'or et en augmentant mon exposition sur d'autres actifs comme le marché action. Puisqu'on en parle du marché des actions, on va pouvoir passer à l'investissement que je ferai ensuite avec mes 10 000 euros pour générer 10% par an, c'est investir une partie sur l'indice S&P 500. Standard & Poor's, c'est une société de notation financière américaine qui est renommée dans le monde entier. En 1957, ils décident de créer l'indice S&P 500, qui est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines par capitalisation boursière. Historiquement, le marché américain, c'est le marché qui drive le reste du monde. Les États-Unis sont toujours la première puissance mondiale et le dollar reste toujours la monnaie numéro 1 dans le monde. Les plus intéressés d'entre vous me diront certainement que les choses changent. C'est vrai, les choses changent, c'est dur à dire, mais c'est vrai. Les pays qu'on appelait les pays émergents, comme les BRICS avec le Brésil, l'Inde, la Chine, etc., prennent de plus en plus de place dans l'économie mondiale. Sauf que ces changements, ils prennent du temps. Et les US ne risquent pas, dès demain, de perdre le pouvoir qu'ils ont sur le marché en général.
Le S&P 500, c'est l'indice le plus suivi au monde et il témoigne de la santé globale du marché. Donc vraiment, toujours pour garder les choses simples et ne pas essayer de contredire ce bon vieux marché, je choisis très simplement d'investir sur cet indice. Il est réparti dans 11 secteurs d'activité principaux. On a 30% environ dans le secteur technologique, 13% dans le secteur financier et 12% dans le secteur de la santé. Parmi les 500 entreprises, on retrouve les géants de ce monde, Apple, Microsoft, Nvidia, les 3 entreprises les plus capitalisées au monde. Et malgré sa forte concentration dans le secteur technologique, c'est un indice qui reste très bien diversifié, qui reflète la performance globale du marché américain. En fait, ma réflexion derrière ça, c'est que il n'y a pas spécialement besoin de s'embêter à choisir soi-même les actions une par une avec des analyses très poussées que personne ne comprend. C'est littéralement un métier à part entière, et j'ai pas la prétention de dire que j'ai les compétences de choisir moi-même des actions individuelles pour essayer de battre le marché. En plus, je sais que c'est extrêmement difficile d'arriver à faire ça puisque même les plus gros fonds d'investissement au monde n'y arrivent pas. Dites-vous que vraiment, il y a des fonds d'investissement qui sont professionnels là-dedans, donc qui ont des mecs qui ont fait des études en banking, qui travaillent là-bas et tout, et qui sont très chauds, qui n'arrivent pas certaines années, et c'est régulier, hein, à surperformer le S&P 500. C'est pour ça que je fais une toute petite parenthèse, mais si vous voyez des pseudo-traders sur YouTube, sur TikTok, souvent sur ce genre de réseau-là, qui vous disent qu'ils font des 30% de revenus par mois depuis 2 ans sans aucune faille, c'est totalement bullshit et c'est totalement faux, d'accord? Souvent les débutants tombent dans ce type d'arnaque, mais gardez en tête que faire déjà plus de 10% par an, c'est exceptionnel et des professionnels n'y arrivent pas, d'accord? Je pense que ça peut vous mettre une petite échelle, parce que c'est vrai que c'est pas évident à s'en rendre compte pour certaines personnes. Tu peux te dire, genre quand tu commences, oh, il fait 40% d'un an, ok, c'est pas mal, mais je sais pas si c'est plus haut ou plus bas que ce qui se fait dans le marché. Non, gardez toujours 10%. Si c'est au-dessus, c'est que c'est possible, hein, mais attention. Bref, parenthèse fermée. Depuis 1992, le S&P 500 il a une performance brute d'environ 10% par an, et pendant toute cette période, on a seulement 6 années qui ont été négatives avec des performances baissières qui étaient entre -4 et -37%. Au niveau du risque, il est situé à 5 sur 7 sur notre petite échelle. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais cette échelle du risque, c'est pas moi qui la détermine en fonction de mes propres critères ou de mon appréciation. Attention, elle est déterminée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est globalement le gendarme des marchés financiers en France, qui s'occupe de la régulation, des bonnes conduites et qui protège les investisseurs. Et légalement, les émetteurs de fonds indiciels, comme Amundi par exemple, qui est l'un des plus connus, ont l'obligation dans leurs documents de mettre cette note sur 7 d'indicateur de risque. Quand vous faites vos recherches, vous avez juste à aller sur le site de l'émetteur avec le fonds que vous recherchez. Vous allez dans les documents, vous ouvrez un truc qui s'appelle DCI et l'indicateur de risque, il est généralement dans la deuxième page. Maintenant que je sais que je veux investir sur cet indice, le S&P 500, j'ai 2 choix. Soit j'ouvre un compte titre ordinaire, un CTO, qui est un support d'investissement qui permet d'investir sur des actions, sur des obligations et sur toutes sortes de produits financiers dans le monde entier. Il n'y a pas vraiment de limite de dépôt de capital, il est taxé à 30% en cas de plus-value, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Soit j'ouvre un plan d'épargne en action, un PEA, qui est un support d'investissement qui permet d'investir sur des actions et sur des obligations exclusivement françaises ou européennes. Ici, je suis plafonné à hauteur de 150 000 euros déposés. Dans mon cas, j'ai de la marge, mais c'est important de le noter. Par contre, le PEA a un avantage extrêmement intéressant que le CTO n'a pas. Il a une fiscalité qui est avantageuse. Si j'ai mon PEA pendant plus de 5 ans et que je retire pas d'argent dessus pendant cette période, ce qui est mon cas ici puisque j'ai un horizon de temps sur 20 ans, alors le jour où je décide de retirer du capital, je ne paierai pas mes 30% d'impôts sur ma plus-value, mais je paierai seulement 17,2%. Pour ceux qui veulent le détail, les 30% de flat tax est composé de 17,2% de prélèvements sociaux plus 12,8% de prélèvements forfaitaires uniques, qu'on appelle les PFU. 17,2 plus 12,8, ça fait 30. Donc avec mon PEA, je serai plus concerné par le PFU, par les 12,8% de prélèvements forfaitaires, ce qui fera une différence considérable sur mes gains à long terme. Et ça, je pense, je vais en faire une petite parenthèse, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est aberrant. Imaginez que j'investisse du coup 10 000 euros à 8% par an pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, j'ai fait le petit calcul, mon capital, il sera de 46 610 euros. Sympa. Maintenant, si je suis sur un compte titre et que je retire tout, je vais payer 30% d'impôt sur mes 36 610 euros de plus-value. Donc 46 610 moins mes 10 000 euros parce que je ne paye pas d'impôt sur mon investissement initial. Donc combien je vais payer d'impôt avec mes 30%? Je vais payer 10 983 euros d'impôt. Sauf que si je suis sur le PEA, je vais payer seulement les 17,2%. Et ça sera 6 297 euros d'impôt. Donc à la fin, j'aurais gagné 4 600 euros de plus juste parce que j'ai optimisé ma fiscalité. Sur 20 ans, ça peut vous paraître assez faible, entre guillemets, parce que le capital investi au départ est assez bas pour une telle horizon. Mais
Refaites le calcul avec des 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros. Vous verrez que la différence, à la fin, elle est quand même pas trop mal. Bref, ok, le PEA c'est mieux, c'est plus avantageux fiscalement. Le problème, c'est qu'il permet d'investir uniquement sur le marché français et européen et que mon indice S&P 500, bah lui, il est sur le marché américain. C'est pour ça que je vais choisir un ETF, donc un actif qui réplique le cours de l'indice, comme celui qu'on a vu avec le MSCI World, qui a une méthode de réplication particulière. Globalement, il existe deux types de réplication. La réplication physique et la réplication synthétique. Ok ? Avec la réplication physique, l'émetteur des ETF, il achète réellement les actions sous-jacentes qui composent l'indice et il propose ce panier d'actions dans son ETF. Avec la réplication synthétique, l'émetteur, il va reproduire la performance de l'indice avec des instruments financiers, ce qu'on appelle des contrats swap par exemple, et il ne va pas détenir réellement les actions sous-jacentes. Je rentre pas plus dans le détail du fonctionnement, rappelez-vous juste que réplication physique, en gros, j'achète vraiment les actions Apple et je les ai dans mon panier. Réplication synthétique, j'achète des équivalents qui vont reproduire le prix. Bref, on s'en fiche. Mais sachez juste que ces instruments financiers, du coup, ils permettent de mettre d'autres actifs sous-jacents, comme des actions françaises, en répliquant les performances d'un indice américain, par exemple. Et donc, c'est pour ça que c'est possible d'investir sur des ETF S&P 500 spécialement conçus pour les PEA, qui ont une réplication dite synthétique. Si vous n'avez pas compris ce paragraphe, c'est pas vraiment très grave. Gardez juste en tête qu'avec ce type d'ETF, vous ne détenez pas réellement les actions des entreprises qui composent le S&P 500, puisque c'est d'autres actions qui sont dans ce panier. Et surtout, il est possible que l'ETF ne réplique pas parfaitement les performances de l'indice qu'il traque, surtout lors des périodes de grosse volatilité. De mon côté, j'en suis conscient et ça me va très bien pour cette stratégie. Ça me permet d'avoir une fiscalité qui est avantageuse, des frais très bas, autour de 0,12% par an, et je peux quand même investir sur le marché américain qui est globalement plus dynamique que mon marché européen. Ok, bon, on commence à avoir une petite allocation là pour nos 10 000 euros. Mais moi j'ai un profil d'investisseur aventureux, je vous l'ai dit. Et j'ai quand même un objectif bien défini avec mes 10% de rendement. Jusqu'à maintenant, j'ai pris des risques qui étaient assez modérés avec des rendements intéressants, mais il faut selon moi que j'alloue une petite partie de ce capital à une classe d'actifs plus risquée, mais un peu plus explosive pour essayer de booster mon rendement global. C'est ce que je vais faire avec les crypto-monnaies. Bah ouais les gars. Pour ceux qui me connaissent avec les cryptos, je travaille quand même dans les cryptos à la base. Les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs très jeune et en gros développement. C'est ce qui leur permet d'offrir des rendements plus intéressants, c'est sûr, mais c'est aussi ce qui fait que ce sont des actifs beaucoup plus risqués. Dans les cryptos, la volatilité de marché, elle est extrême, avec une crypto qui peut faire 100% de performance en une journée et perdre 70% le lendemain. Le cadre législatif, il n'est pas encore tout à fait clair, les choses évoluent. C'est une technologie qui est complexe pour les débutants, qui s'intègre dans tout un écosystème rempli de fraudes et de risques en perte de capital. Et là, c'est sûr, il n'y a aucune garantie en capital, comme on l'a pu voir avec les fonds euros. En termes de risque, on est sur un bon 7 sur 7. Ok, maintenant qu'on a fait le point sur les côtés négatifs et risqués, comment, et surtout pourquoi, intégrer des cryptos dans ma stratégie du coup? La logique derrière, elle est assez simple. Je pense que c'est pertinent pour dynamiser le capital investi et pour chercher plus de rendement. Évidemment, mon objectif, c'est pas de prendre 1% des 10 000 euros et de tout investir sur des toutes petites cryptos qui n'existeront probablement plus dans 3 ans. Puisque j'ai une horizon de temps long terme, je vais me concentrer sur les deux actifs les plus solides de cet écosystème, Bitcoin et Ethereum. Bitcoin est depuis peu un actif convoité par les investisseurs institutionnels. Il est maintenant possible d'en acheter via des ETF, ce qui montre qu'il est solide et qu'il est là pour rester. Et du côté d'Ethereum, c'est pareil. Les ETF sont disponibles depuis début juillet et l'actif risque de prendre une place de plus en plus importante sur les marchés financiers. Chacun a ses propres utilités. Bitcoin est perçu comme une réserve de valeur numérique, à la manière de l'or qu'on a vu avant, ou du moins il tend à l'être, puisqu'il a une quantité limitée à 21 millions de jetons. Il offre aussi une possibilité de se protéger de l'inflation à moyen et long terme. C'est encore très tôt pour le dire, mais je pense que ça tend à le devenir dans peut-être une dizaine, une vingtaine d'années. Ethereum, lui, permet de construire le web de demain, entre grands guillemets. Il est perçu comme un ordinateur mondial, accessible à tous, en plus d'offrir des performances intéressantes en termes d'investissement. Sa quantité de jetons, elle est par contre illimitée, mais des mécanismes de contrôle de son inflation ont été instaurés dans son code source. Le marché des cryptos, c'est un marché qui est cyclique, qui se répète tous les 4 ans environ. Pendant ces cycles, il y a des périodes baissières, haussières, mais on a aussi des périodes de stagnation où rien ne se passe. Je sais pertinemment qu'avec cette cyclicité de marché, il y aura des années où le capital que j'ai alloué aux cryptos, il se mangera une grosse volatilité. Je pense notamment aux périodes de baisse qui sont très violentes, avec des baisses pouvant aller jusqu'à 80% sur certains actifs les plus solides de ce marché. Mais avec mon horizon de temps, ces perturbations, elles n'apparaîtront même pas sur mes performances. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les courbes du prix du Bitcoin et d'Ethereum depuis leur création. Sur les 14 dernières années d'existence, Bitcoin a été l'actif le plus performant 11 années sur ces 14. C'est quand même quelque chose à prendre en compte.
Historiquement, Bitcoin a réalisé 105% de rendement annuel moyen sur les 10 dernières années et Ethereum 95% sur les 5 dernières années. Le rendement moyen, il peut varier, vu que c'est des actifs plus récents, ils ont une forte variation de prix, mais il est aux alentours des 100% par an, ce qui est assez exceptionnel. Bon, selon moi, ils seront encore là dans 20 ans, donc je prends le risque d'allouer un pourcentage de mes 10 000 euros avec 70% en Bitcoin et 30% en Ethereum. Voilà globalement les 4 grandes classes d'actifs que je choisirais si j'avais 10 000 euros à investir pour générer 10% par an. Bon, vous avez vu que l'or, le S&P, le MSCI et Bitcoin, c'est pas des énormes nouveautés. L'idée, c'est de créer un portefeuille solide, un portefeuille équilibré et un portefeuille simple. Mais surtout, c'est que oui, c'est simple en termes d'actifs, mais vous avez vu que le fait de se concentrer sur des actifs assez simples, ça nous permet d'avoir des optimisations fiscales, des optimisations de stratégie qu'on ne peut pas forcément avoir avec certains types d'actifs parce que plus on se diversifie, forcément, plus on dilue un peu nos connaissances. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un portefeuille qui est très simple, parce que du coup, on peut l'optimiser et on peut avoir des très bonnes performances. Surtout que quand on commence, autant simplifier les choses. Maintenant, on passe au bilan. Comment est-ce que je construis mon portefeuille? Combien est-ce que j'allouerai concrètement en assurance vie, dans l'or, le S&P, les cryptos? En prenant en compte mon profil d'investisseur, je ferai comme ça. Je mettrai 30% du capital total en assurance vie, réparti avec 20% en fonds euros et 80% sur un ETF MSCI World, donc 3 000 euros. Je mettrai ensuite 20% du capital, 2 000 euros, sur un ETC qui réplique le cours de l'or, 40% du capital total sur un ETC qui réplique le cours du S&P 500 et 10% de mon capital total en crypto-monnaie, réparti avec 70% en Bitcoin et 30% en Ether. Avec cette allocation, je peux calculer ma note de risque moyen pondéré en me basant sur la petite échelle de 1 à 7. Je vous épargne le calcul, mais on arrive à une échelle de risque d'environ 4,6, qui correspond globalement à mon profil d'investisseur. 4,6 sur 7, c'est parfait pour moi. Je suis pas dans le plus risqué, mais je suis pas non plus sur des investissements qui rapportent peu, ce qui colle très bien avec la totalité de la stratégie. On peut aussi s'amuser en se basant sur les performances passées de tous ces actifs à calculer le rendement moyen que pourrait générer mon portefeuille. Alors c'est juste pour le plaisir ici, ok? Parce que les rendements sont des rendements passés et que pour certains actifs, notamment les cryptos, c'est très difficile de trouver un rendement annuel moyen qui colle à la réalité. On doit aussi prendre en compte que certains rendements annuels sont calculés sur une période de 10 ans, quand d'autres sont calculés sur 5 ans. D'accord? Donc ça se base pas sur grand chose, c'est extrêmement hasardeux, mais on va aller jusqu'au bout quand même. Encore une fois, je vous épargne le calcul, mais en répartissant de cette manière le capital de 10%, je peux espérer atteindre les 15% de rendement brut par an. On pourrait faire une fourchette entre 10 et 15% par an selon les années. Évidemment, c'est un petit peu plus haut parce que les performances de Bitcoin sur les dernières années qui étaient extrêmement jeunes sont un peu biaisées. Bitcoin ne fera pas 100% par an. Mais 15%, ça me paraît assez haut, mais par contre, au-dessus de 10%, et donc une fourchette entre 10 et 15% me paraît quand même atteignable. Donc, mon objectif potentiel est atteint. Voilà comment je répartirai mes 10 000 euros. Je le répète encore une fois, c'est ce que je ferais personnellement si j'avais 10 000 euros à investir pour chercher un rendement de 10% en moyenne. Ça se base sur mes propres objectifs, mon horizon de temps, mon profil de risque et mon profil d'investisseur. Vous pouvez vous inspirer de ma démarche, mais rien ne sert de copier bêtement ce que je vous ai dit. Par contre, on pourrait travailler sur les objectifs, l'horizon de temps, le profil de risque, le profil d'investisseur et tout. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. C'est important de commencer par les bases, donc formez-vous, constituez votre épargne de précaution pour être à l'aise ensuite, et après prenez le temps de répondre au petit questionnaire dans la description de l'épisode. C'est vraiment pas long, et ça vous aidera, je pense, grandement à y voir plus clair sur ces notions clés. J'espère que ce format vous a plu, faites-le moi savoir. Si jamais c'est le cas, on pourrait faire par exemple le même principe avec 100 000 euros, ou même avec 1000 euros, pour voir la différence de stratégie qu'il peut y avoir en fonction du capital de départ. Merci pour votre écoute, c'était Lovig de Investia. Ciao les potes.